Chaque caméra de vidéosurveillance agit comme un témoin silencieux que les criminels négligent souvent. Ces détectives inanimés capturent des instants qui n'étaient jamais censés être revus, offrant un aperçu granuleux de mystères qui seraient autrement restés inaperçus et impunis. Numéro 10. Tina Louise Greer avait 32 ans, elle était mère et résidente de Gold Coast Enderland. C'est elle qui s'est retrouvée au cœur de l'affaire non résolue, la plus bouleversante du Queensland à ce jour. C'est le 18 janvier 2012 que Tina a déposé sa fille adolescente, Lily, à une soirée pyjama avant de rentrer à son domicile de Beachmont Road. Elle avait récemment tenté de mettre fin à une relation très abusive avec son partenaire, Leslie Grumpy Sherman, un membre connu et redouté du Think Outlaw Motorcycle Club. Ce jour-là, Tina est allée lui rendre visite à sa propriété de Clumber, et c'est de cette région qu'elle allait finalement disparaître. Tina n'est pas venue chercher sa fille le lendemain de la soirée pyjama, ce qui était inhabituel. La famille a rapidement donné l'alerte, ce qui a déclenché une vaste enquête avec Sherman au centre de celle-ci. Mais il a rapidement expliqué que Tina était partie de sa propriété en voiture le 19 janvier. Cette affirmation, associée à la découverte de la voiture abandonnée de Tina, au point de vue Governor's Chair à Spicer's Gap, a permis de l'écarter des soupçons. La zone où sa voiture a été retrouvée était une impasse qui passait devant la maison de Sherman et bordait un parc national isolé. Malgré des recherches approfondies dans le parc national, Tina restait introuvable. Sherman était toujours considéré comme une personne présentant un intérêt pour l'enquête, mais aucune preuve ne le reliait au crime. Les années passèrent, et Sherman, le seul suspect nommément désigné, fut impliqué dans un accident de voiture mortel en 2018. Son décès a entravé la compréhension de ce qui est arrivé à Tina et la recherche de ses restes. Des enquêtes ultérieures ont fait mention d'une prétendue vidéo de surveillance qui suggérait que Sherman traquait Tina. C'est l'inclusion de cette preuve de vidéosurveillance qui a conduit à la conclusion que le petit ami motard aurait pu agresser violemment Tina et lui ôter la vie. L'enquête du coroner a conclu que Sherman avait réussi à dissimuler le corps de la victime et qu'il était peut-être le seul à savoir où se trouvait Tina. Aujourd'hui, une récompense de 250 000 $ reste en vigueur par l'intermédiaire de la police du Queensland, encourageant toute personne ayant des informations concernant la disparition et le possible homicide de Tina Greer à se manifester. À la suite de cette disparition, le Tina Greer Project a été fondé, une organisation de défense dédiée à la réforme de la réponse à la violence domestique. Numéro 9. Sean Emma O'Callaghan, femme britannique née à Swindon dans le Wiltshire en Angleterre, y a vécu la majeure partie de sa vie. Malheureusement, c'est aussi sa ville natale qui allait servir de décor à sa disparition et à son homicide. Le fil rouge emmêlé commence tard dans la soirée du 18 mars 2011, quand la jeune femme de 22 ans a quitté sa maison pour sortir en ville. Ce même fil rouge emmêlé se termine 6 jours plus tard avec la découverte de son corps. Entre ces deux événements, il y a eu un crime odieux qui a privé la famille et les amis d'une personne très aimée. Sean était enthousiaste en quittant le domicile qu'elle partageait avec Kevin Rip, son petit ami, à Old Town, Swindon. Elle comptait aller à la boîte de nuit Suju, située à seulement 800 mètres de l'appartement. Après une soirée de fête, la jeune femme a commencé à rentrer chez elle, parcourant à nouveau ces 800 mètres dans ce qui était considéré comme un quartier sûr. Cette portion était bordée de caméras de sécurité qui ont filmé Sean alors qu'elle commençait son trajet avec un horodatage à 2h-8 du matin, le 9 mars. La marche devait durer 10 minutes. 30 minutes plus tard, Kevin a reçu un texto de sa petite amie sans que son contenu soit précisé. À 9h45 ce matin-là, Sean n'était toujours pas rentré, poussant Kevin à signaler sa disparition à la police qui a aussitôt ouvert une enquête. Après analyse des messages reçus par Kevin, les enquêteurs ont identifié leur origine dans la forêt de Savernake, à une vingtaine de kilomètres de leur domicile. C'est cette zone qui deviendrait le centre des recherches. Le 22 mars, lors du lancement d'une opération de recherche et de sauvetage, la police locale a émis le premier appel au public. Ils ont exposé les circonstances de la disparition et précisé qu'en raison du temps entre les images de vidéosurveillance et le message, la femme aurait été prise en voiture et amenée dans cette zone. 2 jours après le début des recherches, 400 bénévoles se sont joints aux efforts et les dons ont commencé à affluer, garantissant que l'affaire reste ouverte et active. Entre-temps, les enquêteurs analysaient plusieurs heures d'images de vidéosurveillance et ont remarqué un taxi Toyota Avensis vert qui se trouvait dans les environs d'où Sean allait disparaître. Le véhicule retrouvé appartenait au chauffeur de taxi de 47 ans, Christopher Halliwell.
Estimant sa présence suspecte, la police a arrêté l'habitant de Swindon après l'avoir retrouvé dans un supermarché Asda. Simultanément, son taxi a également été saisi et allait jouer un rôle clé dans l'enquête. Les autorités pensaient que Halliwell avait enlevé Sean. L'enlèvement est devenu une enquête pour homicide le jour même, après la découverte du corps de la jeune femme dans une fosse peu profonde à Uffington, dans l'Oxfordshire. Le coroner a indiqué que des blessures à la tête pourraient être la cause du décès, mais cela n'a pas encore été confirmé. Le 26 mars 2011, Christopher Halliwell a été inculpé d'homicide au premier degré et a comparu pour la première fois devant le tribunal l'année suivante. Il a plaidé non coupable du meurtre de Sean. Plus tard cette année-là, il a comparu devant la Crown Court de Bristol et a plaidé coupable. Il a ensuite été condamné à la prison à vie et après le plaidoyer de culpabilité, il est apparu que l'auteur pourrait également être lié à d'autres affaires, y compris la disparition en 2007 de Becky Godden-Edwards. Mais en raison d'erreurs de procédure, toute confession faite par Halliwell a été jugée irrecevable. Plusieurs autres affaires ont ensuite été réexaminées sous l'angle de la possible implication de Halliwell, y compris la disparition de Sally Ann John et Claudia Lawrence. La fin tragique de Sean O'Callaghan et l'enquête qui a suivi ont permis aux forces de l'ordre d'acquérir une nouvelle perspective sur certains dossiers non résolus, avec la possibilité de les résoudre enfin. Les proches ont également appelé à renforcer les lois et les contrôles de sécurité concernant les chauffeurs de VTC, afin d'éviter que des criminels n'aient accès à des victimes potentielles. Numéro 8. Aisling Murphy est née en juillet 1998, la plus jeune de 3 enfants, avec un frère aîné et une sœur aînée. Elle a grandi près de Blue Ball, situé au sud-ouest de Tullamore. De 2011 à 2017, elle s'est concentrée sur ses études, qui ont eu lieu à la Sacred Heart School. En 2021, elle a obtenu son diplôme au Mary Immaculate College avec une licence en éducation pour l'enseignement primaire. La même année, elle a débuté comme professeur remplaçant dans une école primaire à Duro. Elle a décroché un poste à temps plein cette année-là pour enseigner aux élèves de première année. En 2022, Aisling avait 23 ans, sortait avec son petit ami Ryan Casey depuis 5 ans et le couple prévoyait de se marier. Mais en début d'année, ces projets ont été brutalement anéantis quand la jeune future enseignante a été mortellement agressée. Nous étions le 12 janvier vers 14h30, quand Aisling a fini son travail et rangé ses affaires. Les caméras de surveillance de l'école l'ont filmé sur le parking à 14h37, se dirigeant vers sa Seat Cordova rouge. Elle est montée dans son véhicule et a pris la N52 près du Grand Canal. Elle a quitté le parking à pied, portant un t-shirt blanc, une veste et un legging bleu marine, ainsi qu'un bonnet rose à pompons marron. Elle portait aussi une montre Fitbit connectée à son smartphone. Les données ont montré qu'Aisling s'est dirigée le long du canal vers le pont Digby à 14h51. 4 minutes après, une caméra de vidéosurveillance l'a filmée marchant dans la même direction. Ce fut la dernière fois qu'on la vit vivante. Ses déplacements ultérieurs n'ont pu être retracés que grâce à ces appareils, montrant qu'elle avait traversé le pont Digby à 15h16, avant de revenir vers le parking de Donjon Road. Elle a marché à un rythme régulier pendant plusieurs minutes jusqu'à 15h21, lorsqu'un changement chaotique a été enregistré sur le tracker Fitbit. Les fluctuations laissaient penser à un événement irrégulier, interprété par les enquêteurs comme une attaque violente. Le tracker d'activité d'Aisling a enregistré sa fréquence cardiaque en baisse à 15h27 avant de s'arrêter à 15h31. Et pendant ce temps, 2 coureurs sont passés lorsqu'ils ont remarqué un VTT dans les haies et des bruissements dans le fossé en contrebas. Et en regardant de plus près, ils ont vu un homme debout au-dessus d'une femme qui était Aisling et utilisant une lame aiguisée pour l'attaquer. Les 2 coureurs ont demandé de l'aide et contacté le poste de la Garda de Tullamore à 15h34. 2 agents sont arrivés 10 minutes plus tard, mais à ce moment-là, la jeune institutrice était déjà décédée des suites de ses blessures. L'auteur des faits a rapidement pris la fuite avant que la police n'arrive sur les lieux. Et compte tenu de la nature macabre de l'attaque, la Garda a mis en place une cellule d'enquête au poste avec plus de 50 agents affectés à l'enquête. Les images de vidéosurveillance et les témoignages ont été essentiels pour capturer l'auteur de ce crime. Les caméras de surveillance ont enregistré un homme dans les environs circulant sur un VTT Green Falcon Storm. Le même vélo qui avait été abandonné sur les lieux du crime. En fuyant, l'individu a vite été identifié comme Joseph Puska, 31 ans, résident dans le village de Mucklow. Il n'avait pas de condamnation pour crime violent, mais était répertorié comme personne d'intérêt dans 2 autres agressions contre des femmes. Mineur, il avait aussi été placé en probation.
Son procès a commencé à la fin de 23, un an après l'homicide violent. Et il a plaidé non coupable, mais les images de vidéosurveillance ainsi que sa prétendue confession à l'hôpital, où il a été soigné pour des griffures de défense au visage, ont joué contre lui. Il a été condamné à la perpétuité en novembre de la même année. Numéro 7. Un esprit insouciant avec un cœur d'une immense bonté, un rire éclatant et des yeux pétillants. Voici les mots que les proches de Zahra Alina utilisaient pour la décrire. Zahra a contribué à la réinstallation de réfugiés au Royaume-Uni. Elle aidait aussi sa mère et sa grand-mère malades, leur consacrant temps et énergie pour qu'elles soient bien soignées et entourées d'amour. C'est en 2022, alors qu'elle avait 35 ans, que Zahra venait tout juste de commencer à travailler pour les Royal Courts of Justice, les yeux tournés vers la réalisation de ses rêves les plus fous. Zahra avait un plan, acheter une maison, trouver l'homme de sa vie, s'installer et avoir 2 enfants. L'avenir s'annonçait radieux, mais aux premières heures du 26 juin, ses projets allèrent être engloutis par une tragédie. Vers 2h30 du matin, Zahra a été retrouvée entre la vie et la mort sur le trottoir, près de chez elle, à Ilford, dans l'est de Londres. Ses effets personnels avaient été éparpillés sur Cranbrook Road et elle avait été violemment agressée. Elle a été découverte par une femme qui a rapidement alerté les autorités de la situation. En attendant les ambulanciers, la passante a fait un massage cardiaque, gardant Zahra en vie jusqu'au secours. Elle a été emmenée à l'hôpital pour des soins d'urgence. Malheureusement, ses blessures étaient trop graves et elle est décédée plus tard dans la matinée. Zahra avait clairement subi une agression mortelle et les autorités devaient agir vite pour capturer son agresseur. Les détectives ont rapidement mené une large enquête sur la zone de découverte et consulté les images de vidéosurveillance pour retracer les derniers mouvements de Zahra et de ses agresseurs. La chronologie de la vidéosurveillance commence à 2h du matin ce jour-là, quand Zahra quitte un bar sur une artère principale près de la gare d'Ilford. Les caméras l'ont filmée allant vers Valentine's Park sur Cranbrook Road. 17 minutes après le début de sa marche, Zahra allait être attaquée et agressée par un homme non loin de chez elle. Les enquêteurs ont compris que l'homme sur les images était celui qui avait quitté le bar peu après Zahra. Cet individu avait été expulsé pour harcèlement du personnel. Les caméras de surveillance allaient enregistrer ses déplacements après sa sortie du bar. On l'a vu s'approcher de plusieurs femmes, les suivre et les harceler le long de Cranbrook Road. L'une de ces femmes était Zahra, qui allait devenir la cible finale de sa rage. Il n'a pas fallu longtemps aux enquêteurs pour identifier l'homme, surtout parce qu'il venait tout juste d'être libéré de prison. Jordan McSweeney, libéré 9 jours plus tôt après avoir été incarcéré pour vol, avait fait l'objet de tentatives de renvoi en prison avant l'homicide, certains estimant qu'il n'aurait pas dû être libéré. La police métropolitaine de Londres avait mené une enquête interne qui a révélé que McSweeney avait été condamné 28 fois pour 68 infractions. Il avait été incarcéré 9 fois avec des antécédents de violence et de maltraitance, ainsi que des ordonnances d'éloignement à son encontre. Sa libération cette année-là imposait un suivi psychologique et des rendez-vous réguliers avec les autorités. Des inquiétudes avaient émergé 4 jours avant l'homicide de Zahra, car McSweeney avait manqué 2 rendez-vous. Après identification, le suspect a été arrêté et le 18 novembre a comparu par visioconférence devant le tribunal d'Old Bailey, où il a reconnu les faits, plaidé coupable et été condamné à la réclusion à perpétuité. Numéro 6. Helen O'Hare est née à Dublin en 1976, où elle a fréquenté le lycée Saint-Joseph de Cloney. Victime de harcèlement scolaire, elle a souffert de problèmes de santé mentale à l'adolescence. À cause de cela, elle a souvent été orientée vers des soins psychiatriques pour dépression et troubles borderline. Helen avait aussi divers problèmes de santé physique, dont l'asthme et le diabète. En 2005, Helen a quitté la maison familiale à Killiney pour un appartement à Blackrock, puis a pu s'offrir un logement à Stepaside. À ce moment-là, Helen avait surmonté bon nombre de ses problèmes et son avenir semblait prometteur. Elle a débuté comme assistante en garde d'enfants et travaillait parfois à temps partiel à Blackrock. En même temps, elle suivait des cours du soir, espérant devenir enseignante Montessori. Cependant, ce système bien en place allait s'effondrer en 2012. Quand Helen a disparu de chez elle, on a cru à tort qu'elle s'était volatilisée pendant son bénévolat aux courses de grands voiliers. Mais son sac, son portefeuille et son téléphone portable et les vidéos de surveillance suggéraient le contraire. Les images montraient l'Irlandaise de 36 ans quittant son domicile avec un autre téléphone le 22 août de cette année. Ce serait l'avant-dernière fois qu'on la verrait. Un jogger au parc Shanganagh à Dunleary
l'avait aperçu se dirigeant vers le cimetière où sa mère était enterrée. Des passants ont entendu de forts cris de femmes venant du cimetière, sans confirmation qu'il s'agissait d'Hélène, bien que sa voiture ait été retrouvée tout près après sa disparition. En raison de ses antécédents de santé mentale et du contexte, on pensait qu'elle était partie volontairement. L'affaire est alors restée sans suite et l'on avance alors jusqu'au 10 septembre 2013. Ce jour-là, 2 pêcheurs ont aperçu un sac posé au fond du réservoir de Wartree, près du comté de Wicklow. Ils l'ont récupéré et y ont trouvé des vêtements, des menottes, un bâillon et des liens pour mains et jambes. Ils ont remis les objets au poste de la Garda, déclenchant une enquête approfondie de la zone. Lors de la fouille, menottes, clés, masques en cuir, lames aiguisées, porte-clés et inhalateurs ont été trouvés. Le porte-clés portait une carte de fidélité du magasin Dunn qui s'est avérée être celle d'Hélène O'Hara. Le lac a également été fouillé, révélant 2 téléphones Nokia, des batteries de téléphone, des lunettes de vue et un sac à dos. Les lunettes correspondaient au dossier qu'Hélène avait chez l'opticien Specsavers. Entre-temps, une dresseuse de chiens promenait ses chiens dans la même zone depuis des mois, lorsque, en août, l'un des chiens disparaissait parfois et revenait avec des os. Le 13 septembre, 3 jours après la découverte du sac d'objets, ce même chien rapporta un autre os, cette fois accompagné de vêtements. La dresseuse contacta le propriétaire, craignant que ces restes soient humains. Des recherches supplémentaires révélèrent plus de fragments, bientôt confirmés comme des restes humains. Les dossiers dentaires permirent de les identifier formellement comme ceux d'Hélène. Il était clair qu'elle avait été tuée. L'enquête qui a suivi a révélé une relation en ligne entre la femme disparue et un profil appelé Architect 72. L'architecte Graham Dwyer a été identifié par la police comme ayant eu avec Hélène des relations impliquant des mises en scène violentes des 2 côtés. Leur relation s'est essoufflée vers 2010, mais a repris l'année suivante lorsque Dwyer a contacté Hélène via des téléphones prépayés, qui se sont avérés être les 2 téléphones Nokia. Les preuves des 2 appareils et de l'ordinateur d'Hélène ont permis à la police d'obtenir un mandat pour perquisitionner chez Dwyer, où d'autres éléments le reliaient au crime. Cela, associé aux images de vidéosurveillance qui montraient que le suspect avait rendu visite à la victime à 9 reprises dans son appartement, a suffi pour procéder à une arrestation. À l'issue d'11 ans de procès, d'appels et de preuves jugées irrecevables, il a été reconnu coupable d'avoir mis fin à la vie d'Hélène O'Hara et condamné à la réclusion à perpétuité. Numéro 5. Samantha Lee Josephson, étudiante en dernière année, est née à Princeton, New Jersey, et a grandi à Robbinsville. Elle a fréquenté l'Université de Caroline du Sud, où elle s'est spécialisée en sciences politiques, avec l'intention de terminer ses études en 2019. Elle a obtenu une bourse pour la faculté de droit de l'Université Drexel, ainsi qu'une bourse partielle pour Rutgers. Elle avait l'ambition de pratiquer le droit international, était membre de la sororité Alpha Gamma Delta, et a également étudié à l'étranger à Barcelone et a aussi visité Madrid et Paris. C'est le 29 mars 2019 que la jeune femme de 21 ans tentait de quitter le quartier Five Points dans le centre-ville de Columbia après y avoir passé la soirée avec des amis. Et il était environ 2 heures du matin. En sortant du bar Bird Dog après avoir commandé une course Uber, les images de vidéosurveillance du bar ont capturé le moment où une Chevrolet Impala noire s'est arrêtée à côté de Samantha à 2h09 ce matin-là. Et elle est montée à bord comme on le ferait lorsque son Uber arrive, sauf que ce n'était pas son Uber. Samantha a confondu la Chevrolet avec sa voiture pour rentrer chez elle, et une fois qu'elle est montée dans ce véhicule, il n'y avait plus moyen d'en sortir. Le conducteur a activé le verrouillage de sécurité enfant, empêchant l'ouverture des portes de l'intérieur, piégeant ainsi Samantha. Le lendemain, ses colocataires, inquiets, ont signalé sa disparition. Peu après, un corps retrouvé dans un champ à New Zion a été confirmé comme celui de la femme disparue. L'autopsie a révélé de nombreuses blessures par arme blanche sur la victime. Elle a subi environ 120 blessures. Il y avait des preuves que Samantha avait tenté de se protéger de l'attaque, car l'un des coups avait été porté à la tête. Elle a eu des blessures au crâne et au cerveau. Son artère carotide a été perforée et elle a subi plusieurs lacérations aux épaules, cou, torse, dos, poumons, jambes et pieds. Grâce aux images de vidéosurveillance de l'enlèvement, les enquêteurs ont identifié le propriétaire de la voiture. Nathaniel Rowland a été arrêté et la fouille de sa voiture a révélé de l'eau de javel, des lingettes, un nettoyant vitre, le téléphone de Samantha et de nombreuses preuves laissées dans le véhicule. Au domicile de Rowland, des produits de nettoyage et 2 armes blanches ont été découverts, contenant davantage d'ADN de la victime. Des échantillons prélevés sous les ongles de Rowland ont aussi été liés à Samantha.
L'agresseur a été inculpé d'enlèvement et d'homicide sans possibilité de libération sous caution. Son procès a débuté en juillet 2021, au cours duquel 31 témoins ont été appelés à la barre par les procureurs. La défense n'a appelé aucun témoin et Roland n'a pas témoigné. Et une semaine plus tard, après une délibération d'1 heure, le jury l'a déclaré coupable et l'a condamné à la prison à vie. Numéro 4. La journaliste suédoise et pigiste pour plusieurs médias, Kim Wall, est née et a grandi dans le comté de Skåne. En 2013, elle a remporté le prix Future of Journalism et en 2016, le prix numérique Ansel Mead. Elle a également reçu de nombreuses bourses pour plusieurs médias, dont le Pulitzer Center of Crisis Reporting et le Ground Truth Project. En 2017, elle a organisé une interview avec l'entrepreneur danois Peter Madsen et était enthousiaste à l'idée de monter à bord de son mini-sous-marin UCUC-3 Nautilus. Le 10 août 2017, cette image de surveillance a été prise montrant Kim debout dans la tourelle du sous-marin, juste après être monté à bord dans la baie de Køge, au Danemark. Cette image et la présence de Madsen marqueront la dernière fois que la journaliste a été vue vivante. Le collègue de Kim, Ole Staub, signalerait sa disparition après que le Nautilus n'ait pas accosté à Copenhague. Peu de temps après, Madsen avait été secouru de l'eau et le Nautilus a été retrouvé coulé le lendemain matin. Le 21 août, un cycliste est tombé sur un torse humain qui s'était échoué sur la plage. Une autopsie a révélé que la victime avait subi plusieurs attaques avec une lame aiguisée. En octobre, 2 sacs en plastique contenant d'autres restes, dont les membres et la tête de Kim Wall, ont été découverts. Madsen a été arrêté comme suspect dans sa disparition, affirmant avoir ramené la journaliste sur la terre ferme. Suite à la découverte des restes, cependant, il a fini par admettre avoir jeté ses restes à la mer après un accident à bord. Une enquête approfondie a révélé sur l'ordinateur du suspect des vidéos de femmes brutalisées, certaines montrant des décapitations présumées. L'année suivante, Madsen a été inculpé d'homicide et de traitement indécent d'un cadavre. Les procureurs l'ont accusé d'avoir torturé Kim avant de la tuer. En avril, il a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation et condamné à la réclusion à perpétuité. Numéro 3. Annie Lee était une jeune diplômée de l'université Yale à New Haven, dans le Connecticut, en 2009. La jeune femme de 24 ans était doctorante au département de pharmacologie de l'université. À l'époque, elle était fiancée et devait se marier dans quelques jours quand elle a mystérieusement disparu. Le 8 septembre, Annie a quitté son appartement et s'est dirigée vers le Sterling Hall of Medicine. Plus tard dans la matinée, elle a quitté le hall pour rejoindre le bâtiment de recherche du campus, au 10 de la rue Amistad. Elle a laissé son sac, son téléphone et de l'argent liquide dans son bureau au Sterling Hall, puis est entrée dans le laboratoire de recherche un peu après 10 heures, selon les images de la caméra de sécurité. Mais ces caméras n'ont pas filmé la femme disparue quittant l'établissement. À 21 heures ce même soir, l'un de ses 5 colocataires s'est inquiété pour sa sécurité, a appelé la police et a signalé sa disparition. Après avoir visionné les vidéos, les enquêteurs ont aussitôt bouclé l'immeuble, constatant qu'Annie n'était pas sortie. Ils ont fouillé le campus, les bâtiments, chaque pièce, et même la décharge de Hartford, où les déchets de Yale sont incinérés. Le FBI, le département de police de New Haven et la police d'État ont tous participé aux recherches. Les recherches ont duré jusqu'au 13 septembre, jour du mariage d'Annie. Un dimanche, les autorités ont retrouvé le corps de la victime dans une gaine de câble du mur du sous-sol du laboratoire. Ses vêtements tachés de rouge ont été découverts dans le plafond du bâtiment. Une disparition est devenue une enquête pour homicide. Comme tout le campus reposait uniquement sur des cartes d'identité Yale pour accéder aux différentes zones, les forces de l'ordre ont estimé qu'il serait trop difficile pour un inconnu d'entrer dans ce laboratoire. Ils ont donc recentré leur enquête sur les employés de Yale et les autres étudiants. 4 jours plus tard, la police arrêtera un technicien de laboratoire de 24 ans nommé Raymond Clark qui travaillait dans le même bâtiment le jour où Annie avait disparu. Un échantillon d'ADN finirait par le relier à l'homicide. Clark a été détenu dans une prison de haute sécurité avec une caution fixée à 3 millions de dollars en attendant de comparaître devant la Cour supérieure. Le procès a commencé en janvier 2010 et Clark a plaidé non coupable. D'autres audiences ont eu lieu, le suspect continuant de clamer son innocence. En mars 2011 cependant, il a plaidé coupable de l'homicide en échange d'une peine de 44 ans. Numéro 2. Maria Marta Garcia Belsunce était une sociologue de 50 ans qui travaillait avec une fondation dédiée aux enfants disparus. Elle était mariée au même homme, Carlos, depuis 31 ans, une union qui a pris fin le 27 octobre 2002.
Cet après-midi-là, Carlos était entré dans leur maison du Carmel Country Club, située dans un quartier huppé de Buenos Aires, pour y trouver sa femme bien-aimée inconsciente dans leur baignoire. Carlos regardait un match de football chez son beau-frère pendant que Maria allait à un match de tennis. En la trouvant dans la baignoire apparemment après qu'elle s'était cogné la tête, il a appelé une ambulance. L'ambulance est arrivée sur les lieux pour découvrir que Maria était en réalité décédée et non simplement inconsciente. Le rapport du médecin légiste a indiqué qu'elle avait subi un arrêt cardiaque non traumatique et la famille a approuvé ce rapport. Son corps leur a été remis et Maria a été inhumée presque 24 heures après son décès. Mais la police n'était jamais venue à la maison pour mener une enquête et personne ne les avait non plus appelés. Ils pensaient que Maria avait eu un accident étrange, mais certains n'étaient pas d'accord avec cette explication. Des membres de la famille estimaient qu'une enquête plus poussée était nécessaire, affirmant qu'une intrusion et une agression étaient possibles. Ils ont élaboré une théorie selon laquelle son match de tennis aurait été annulé plus tôt à cause de la pluie et son retour imprévu à la maison aurait surpris des cambrioleurs qui l'auraient alors attaqué et réduite au silence. Le demi-frère de Maria a exigé que la police poursuive l'enquête. Grâce à cette insistance, on a découvert au moins 3 trous dans la tête de la femme. Des trous qui n'étaient pas compatibles avec le fait de se cogner la tête contre un robinet ou un mitigeur. Les restes de Maria ont été exhumés un mois plus tard, et les médecins légistes allaient découvrir 5 fragments métalliques dans sa tête, ainsi qu'une marque indiquant la présence d'un 6e. L'accident domestique faisait désormais l'objet d'une enquête pour homicide. Au début, les enquêteurs se sont tournés vers le mari, Carlos, comme suspect potentiel ou personne susceptible d'intéresser les enquêteurs. En fait, il a été arrêté, jugé et condamné pour le crime avant d'être innocenté grâce à l'aide des caméras de surveillance du domicile. Les caméras ont filmé Carlos rentrant chez lui tard dans l'après-midi, après que Maria soit déjà décédée, confirmant ainsi qu'il n'avait pas été impliqué dans l'homicide. L'arme du crime a été identifiée comme un revolver de calibre 32. Les enquêteurs n'avaient que des preuves circonstancielles, insuffisantes pour résoudre l'affaire. Ce n'est qu'en 2018 qu'ils ont finalement attrapé l'agresseur, et cela grâce au système de vidéosurveillance de la communauté. Les caméras de la zone sécurisée ont filmé un homme nommé Nicolas Pacello, quittant les terrains du club de campagne tard dans l'après-midi. Et au moment où cette découverte a été faite, il était déjà en prison, purgeant une peine pour cambriolage. Les témoignages oculaires, les alibis non corroborés, la vidéosurveillance et les déclarations de ses associés ont permis aux enquêteurs de condamner Pacello pour l'homicide. Ils ont découvert qu'il volait souvent chez ses riches voisins, ce qu'il tentait aussi le jour du crime. Comme prévu par ses proches, Maria est rentrée plus tôt chez elle. Numéro 1. Liberty Squire, que la plupart appelaient Libby, est née en 1998 et a grandi à West Wycombe, dans le Buckinghamshire. En 2019, elle était inscrite à l'université de Hull, où elle étudiait la philosophie. Le 35 janvier de cette année, l'étudiante anglaise est sortie avec des amis pour une soirée avant de disparaître dans la brume du soir. Ils ont choisi d'aller à Kingston upon Hull, situé dans l'East Riding du Yorkshire. À 23h20, le groupe a quitté les lieux et s'est dirigé vers le Welly, une boîte de nuit populaire située dans le centre de Hull. Bien que tous ses amis aient bu, il a été rapporté que Libby était restée la plus ivre. Le personnel du Welly lui a même refusé l'entrée. Les amis ont appelé un taxi et Libby a été ramenée chez elle, à Wellesley Avenue. Mais l'étudiante n'est pas rentrée chez elle et a continué à marcher dans la rue, comme le montre la dernière vidéo de surveillance connue. Les caméras de surveillance ont discrètement suivi Libby pendant qu'elle s'engageait sur Beverly Road. 10 minutes plus tard, on l'a retrouvée en pleurs dans la rue, à un demi-mile de là. Des passants ont essayé de l'aider, mais elle était incohérente et se serait montrée agressive. Elle a disparu peu de temps après, et ce qui a suivi fut la plus grande opération de recherche de personnes disparues de l'histoire de la police de Humberside. Plus de 100 policiers et membres du personnel ont recherché des indices, avec des équipes spécialisées qui ont inspecté les plans d'eau voisins de la rivière Hill, du Beverly et du Barnstaple Drain. Au cours de ces efforts, les enquêteurs ont examiné les images de vidéosurveillance et ont remarqué une Astra argentée à proximité du dernier endroit connu de Libby. L'Astra allait bientôt être reliée à Powell Relowich, un boucher de 24 ans qui a été arrêté soupçonné d'avoir enlevé la femme disparue. L'enquête a révélé qu'il faisait face à des accusations de voyeurisme, d'indécence publique et de cambriolage. Il avait espionné des femmes dans la région et commis plusieurs infractions contre elles. Pendant qu'il était en prison, le corps de Libby Squire a été retrouvé. Elle a été découverte par un pêcheur dans l'estuaire du Humber, 2 mois après sa disparition. L'état de décomposition a empêché de déterminer la cause du décès, mais les enquêteurs ont tout de même inculpé Relowich.
Après 6 jours de délibération, le jury a déclaré le suspect coupable d'avoir agressé et tué Libby. Il a été condamné le lendemain à une peine de prison, le juge le considérant comme un individu très dangereux. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Mais je m'appelle Top 5 Unknowns et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.